400 000 passagers. 400 000 personnes ont acheté un billet, sont descendues sous les rues de Manhattan, se sont assises sur des banquettes capitonnées et ont voyagé dans un train souterrain propulsé par la seule force de l'air comprimé. Elles ont attendu leur train dans une station éclairée au gaz et au zircon, décorée de fresques élaborées, où trônait un piano à queue et une fontaine remplie de poissons rouges. Ce n'est pas une vision steampunk d'un roman de science-fiction, et ce n'est pas un concept d'ingénierie dessiné sur un tableau noir et oublié. C'est arrivé. Nous sommes en 1870, en plein cœur de New York. Ce métro a fonctionné de manière impeccable pendant une année entière. Les journaux de l'époque l'ont documenté. Les passagers ont écrit des lettres à son sujet. Et puis, la station a été murée. Le tunnel a été scellé dans l'obscurité. Le train a été laissé sur ses rails, abandonné au silence. 42 ans plus tard, lorsque la ville a inventé son propre réseau de métro, des ouvriers ont accidentellement percé un mur de briques et ont trouvé cette station intacte, figée dans le temps, comme un fantôme attendant des voyageurs qui ne reviendraient pas jamais. Puis, ils l'ont détruite. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner et à partager ces archives, car ce que nous faisons sur cette chaîne, c'est d'assembler les pièces d'un puzzle que quelqu'un a délibérément éparpillé. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez ou enquêtez, car votre ville, tout comme New York, cache probablement des strates d'infrastructures et d'histoires qu'on vous a appris à oublier. Je ne cherchais pas ça quand j'ai commencé cette enquête sur l'évolution des transports urbains au XIXe siècle. J'essayais simplement de comprendre une contradiction flagrante. Pourquoi New York, la ville la plus riche, la plus densément peuplée et la plus ambitieuse d'Amérique, n'a-t-elle pas eu de métro avant 1904 ? Londres avait inauguré le sien en 1863. New York étouffait. Avant la guerre de sécession, le bas Manhattan était un cauchemar logistique. 700 000 personnes étaient entassées dans un espace minuscule. Les rues étaient en un chaos indescriptible d'omnibus tirés par des chevaux, de charrettes, de piétons et de boue. Les chevaux s'effondraient d'épuisement en plein milieu de Broadway et y étaient laissés. L'air était si saturé de poussière, de fumée de charbon et de fumier séché que les médecins de l'époque avertissaient que quiconque marchait plus de 10 pâtés de maison risquait des lésions pulmonaires chroniques. Il fallait parfois 30 minutes pour traverser une seule intersection. La ville réclamait une solution souterraine. L'argent était là, le génie de l'ingénierie était là, et pourtant ils ont attendu 4 décennies. L'histoire officielle dit que la technologie n'était pas prête, que le financement était trop instable, mais les documents disent autre chose. Les documents disent qu'un homme a résolu le problème, l'a construit avec son propre argent, l'a prouvé au monde entier, et que la bureaucratie l'a écrasé avec une précision chirurgicale. Cet homme s'appelait Alfred Ely Beach. Il n'était pas un charlatan de foire, ni un inventeur excentrique cherchant la célébrité. Il était le propriétaire et l'éditeur du prestigieux magazine Scientific American. Il était un avocat spécialisé dans les brevets, un homme qui évaluait, validait et comprenait des milliers d'inventions chaque année. Il comprenait la mécanique du progrès, mais plus tragiquement, il a dû apprendre la mécanique de la corruption. Beach savait que la solution à la congestion de New York n'était pas d'ajouter des rails sur les rues ou au-dessus de celles-ci, mais d'aller en dessous. Et il savait aussi que la technologie de la vapeur, utilisée à Londres, remplirait les tunnels d'une fumée toxique. Sa solution était pneumatique, un tube, un wagon et un ventilateur géant. L'air comprimé pousserait le wagon dans un sens et l'aspiration le ramènerait dans l'autre. Propre, silencieux, efficace. En 1867, Beach a construit un prototype fonctionnel lors d'une foire de l'American Institute. Un tube en bois de 30 mètres de long, un wagon pour 10 passagers et un ventilateur. Le public a été émerveillé. La presse a applaudi. Mais Beach comprenait quelque chose de fondamental sur la ville de New York. Le progrès n'y était pas dicté par l'innovation, il était dicté par Tammany Hall. À la fin des années 1860,
La ville était sous la coupe absolue de William M. Tweed, connu sous le nom de Boss Tweed. Tweed ne gérait pas la métropole, il l'extorquait. On estime que son réseau de corruption a siphonné entre 40 et 200 millions de dollars des caisses de la ville par le biais de contrats gonflés, de pots de vin et de vols purs et simples. Tweed possédait des parts massives dans les compagnies de tramway à chevaux qui contrôlèrent la surface, et il était lourdement investi dans les projets de chemin de fer aérien, les fameux L-Train, qui allaient bientôt assombrir les avenues. Un métro souterrain, silencieux, rapide, et ne nécessitant ni chevaux ni locomotives à vapeur, ne représentait pas une avancée technologique pour Tweed. Cela représentait une menace mortelle pour ses monopoles financiers. Beach savait que s'il demandait officiellement l'autorisation de creuser un métro sous Broadway, la machine bureaucratique de Tammany Hall enterrerait sa demande sous des années de comités, de pots de vin exigés et de rejets administratifs. Alors, il a fait quelque chose de stupéfiant. Il a menti. Il s'est présenté devant les législateurs et a demandé un permis d'excavation mineur pour installer de petits tubes pneumatiques, destinés à accélérer la distribution du courrier et des colis sous la ville. Une requête inoffensive. Le permis a été accordé. Immédiatement après, Beach a loué le sous-sol du magasin de vêtements Devlin à l'angle de Broadway et de Warren Street. L'emplacement était un affront direct. Il se trouvait exactement en face de l'hôtel de ville, là où les politiciens corrompus de Tweed siégeaient tous les jours. Pendant 58 nuits consécutives, les équipes de Beach ont creusé. Ils travaillaient à la lueur des lanternes, évacuant la terre sous le couvert de l'obscurité, cachant les déblais, masquant le bruit. Beach a même inventé un bouclier de creusement hydraulique, le premier du genre en Amérique, pour soutenir les murs du tunnel au fur et à mesure qu'ils avançaient. Ils ont construit un tunnel cylindrique de près de 100 mètres de long, de près de 3 mètres de diamètre, entièrement tapissé de briques peintes en blanc. Beach a dépensé 350 000 $ de sa propre poche, ce qui équivaut à près de 8 millions de dollars aujourd'hui. Arrêtons-nous un instant sur ce fait. Quel genre de système force un esprit brillant à cacher une infrastructure publique vitale à son propre gouvernement? Quel genre d'institution oblige l'innovation à se terrer dans la nuit, à évacuer ses preuves avant l'aube, de peur d'être découverte par les serviteurs de l'État? Ce n'est pas le comportement d'une bureaucratie défaillante. C'est le mécanisme de défense d'une mafia institutionnelle protégeant ses rentes. Le 26 février 1870, le travail terminé, Alfred Ely Beach a ouvert les portes de son sous-sol, sans aucun avertissement préalable. Il a invité la presse, les politiciens et l'élite new-yorkaise à descendre. Ce qu'ils ont vu a défié toute logique. Ce n'était pas un tunnel boueux et utilitaire. C'était un palais souterrain. La salle d'attente, richement décorée, offrait des boiseries, des fresques délicates, un piano à queue dont les notes résonnaient dans l'acoustique parfaite de la voûte, et une fontaine où nageaient des poissons rouges. L'éclairage au zircon donnait à la station une lueur surnaturelle, propre, sans la fumée étouffante des rues du dessus. Et puis, il y avait le wagon, une merveille de conception cylindrique, épousant parfaitement la forme du tunnel, doté de sièges confortables pouvant accueillir 22 passagers. À l'une des extrémités du tunnel se trouvait le Western Tornado, une soufflerie industrielle massive construite par la Roots-Patton Force Blast Company, alimentée par une machine à vapeur de 100 chevaux. Lorsque les passagers prenaient place, l'opérateur activait le ventilateur. Le wagon était poussé en douceur, sans la moindre secousse, sans la moindre odeur de charbon, glissant dans un silence presque total jusqu'à l'autre bout du tunnel. Un simple basculement de levier inversait le flux d'air et le vide ramenait doucement le wagon à son point de départ. La réaction du public a été hystérique. En 2 semaines, 11 000 personnes ont payé les 25 cents requis pour faire le trajet. En 1 an, 400 000 passagers ont validé cette technologie. Le Scientific American a publié des éditoriaux triomphants, déclarant que l'ère de la poussière, de la boue et du crottin de cheval touchait à sa fin. Les New-Yorkais ont exigé que le système soit étendu sur toute la longueur de Manhattan,
jusqu'à Central Park. Le problème, c'est que Beach n'avait pas l'autorisation légale d'exploiter un réseau de transport en commun. Techniquement, ce qu'il gérait était une simple attraction de foire, et les recettes étaient d'ailleurs reversées à un orphelinat. Pour étendre le tunnel, pour franchir les obstacles souterrains de la ville et établir des tarifs, il avait besoin d'une charte officielle de l'État d'Albanie. Et c'est là que la machine de Tammany Hall est entrée en guerre. De 1870 à 1873, Alfred Beach a passé son temps dans les couloirs du pouvoir, plaidant pour l'expansion de son métro. Les projets de loi ont été rédigés, débattus et, sous la pression populaire écrasante, ils ont même été adoptés par les deux chambres de la législature de l'État en 1871 et en 1872. Mais à chaque fois, le gouverneur John T. Hoffman a apposé son veto. Hoffman n'était pas un acteur indépendant. Il était la marionnette politique de Boss Tweed. Ses raisons officielles invoquaient des problèmes de juridiction, des inquiétudes concernant les fondations des bâtiments, une prétendue spoliation des droits de la ville. Mais la véritable raison était financière. Tammany Hall venait d'approuver et d'investir massivement dans la construction du chemin de fer aérien de la 9e avenue. Le viaduc polluant, bruyant et crasseux allait cracher des cendres sur les piétons, mais il allait surtout rapporter des millions à Tweed et à ses associés. Un métro pneumatique invisible, propre et privé détruirait leur modèle économique. En parallèle, une coalition de riches propriétaires terriens de Broadway, dirigée par la famille Astor, a déposé une cascade de poursuites judiciaires absurdes, affirmant que le tube de Beach allait faire effondrer leurs immeubles commerciaux. Ils ont inondé les tribunaux de paperasse. C'est l'arme de choix du pouvoir institutionnel. Ils ne vous affrontent pas sur l'efficacité de votre idée. Ils vous noient sous des procédures d'injonction, des vétos bureaucratiques et des litiges sans fin. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande de vérifier. Les archives judiciaires de l'État de New York et les registres des vétos de 1871 et 1872 sont publics. Le schéma d'obstruction est documenté à la virgule près. À la fin de l'année 1871, l'empire de Boss Tweed a finalement commencé à s'effriter. Le New York Times a obtenu et publié des registres secrets prouvant l'ampleur du détournement de fonds. Thomas Nast a publié des caricatures féroces dans le Harper's Weekly qui ont détruit l'image publique de Tammany Hall. Tweed a été arrêté, jugé, s'est évadé en Espagne, a été repris et était finalement mort en prison. Avec le nettoyage politique qui a suivi, le gouverneur Hoffman a été remplacé. En 1873, un nouveau gouverneur, John Dix, a pris le pouvoir et la législature a finalement voté et validé la charte de la Beach Pneumatic Transit Company. La loi autorisait la construction d'un tunnel pneumatique s'étendant de Battery Park jusqu'à Central Park. Alfred Ely Beach avait gagné. Après 4 ans d'une guerre bureaucratique épuisante, il avait l'autorisation légale, il avait la technologie, il avait le soutien du public. 3 semaines plus tard, tout s'est effondré, littéralement. Le 18 septembre 1873, l'une des banques les plus prestigieuses et les plus puissantes du pays, Jay Cooke & Company, a déclaré faillite. Cooke avait spéculé massivement sur la construction du Northern Pacific Railway, injectant des sommes colossales dans une infrastructure qui ne rapportait pas encore. L'effondrement de sa banque a déclenché ce que l'histoire retient sous le nom de « panique de 1873 ». Ce fut la dépression économique la plus sévère que les États-Unis aient jamais connue jusqu'à la Grande Dépression de 1929. 89 compagnies ferroviaires ont fait faillite. 18 000 entreprises ont mis la clé sous la porte. Le chômage a explosé à des niveaux sans précédent. Et au milieu de ce carnage financier, les investisseurs privés qui avaient promis les capitaux pour l'expansion du métro pneumatique de Beach se sont évaporés dans la nature. Sous les termes stricts de sa nouvelle charte gouvernementale, Beach avait 6 mois pour réunir le financement total du projet et commencer les travaux, faute de quoi ses droits seraient révoqués. En pleine panique bancaire nationale, trouver des millions de dollars était une impossibilité mathématique. Le projet est mort sur le papier. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma qui se répète avec une précision troublante.
L'industrie ferroviaire de surface, celle-là même qui avait corrompu Tammany Hall et combattu le métro de Beach pendant des années, a causé la crise financière exacte qui a fini par tuer le métro souterrain au moment même où il devenait légal. Le résultat final a été le même que si Tweed était resté au pouvoir. La station a été fermée au public. Le tunnel majestueux a été muré avec d'épaisses briques. Le ventilateur a été éteint. Alfred Beach est retourné à son magazine. Il a passé le reste de sa vie à voir la ville qu'il aimait s'asphyxier sous la suie des trains aériens, entendre le vacarme assourdissant de l'acier contre l'acier, respirer l'air pollué qu'il avait offert d'assainir. Lorsqu'il est mort en 1896, le New York Times n'a publié qu'une courte notice nécrologique. L'homme qui avait prouvé la viabilité du transport souterrain, qui avait inventé le bouclier d'excavation encore utilisé dans les chantiers du monde entier aujourd'hui, a été relégué au rang de note de bas de page. 2 ans plus tard, en 1898, le bâtiment Rogers Pit, sous lequel se trouvait l'entrée de la station, a été ravagé par un incendie gigantesque. Tout ce qui restait en surface de l'accès au métro a été réduit en cendres. La mémoire physique a commencé à s'effacer. 8 ans plus tard, en 1904, la ville de New York a inauguré avec une fierté arrogante son tout premier métro officiel, l'Interborough Rapid Transit, IRT, propulsé à l'électricité, utilisant des technologies d'excavation dérivées des brevets de Beach, mais en prétendant au monde entier qu'il s'agissait d'une nouveauté absolue. Et puis est arrivée l'année 1912. Des ouvriers qui creusaient l'extension de la nouvelle ligne BMT, Broadway Line, sont tombés sur un obstacle inattendu. Ils ont détruit un mur de soutènement en briques et la lumière de leurs lampes a percé l'obscurité d'un espace vide. Ils se trouvaient face à la station d'Alfred Beach. Après 42 ans sous terre, l'endroit était incroyablement bien conservé. Le tunnel était sec, l'air n'y était pas vicié. Le wagon en bois, bien que poussiéreux, reposait parfaitement sur ses rails, ses banquettes capitonnées semblant attendre l'embarquement. Le grand piano était toujours là, silencieux. Le bouclier d'excavation hydraulique massif restait encastré dans la paroi du tunnel, prêt à continuer le travail stoppé net des décennies plus tôt. Ils ont pris des photographies de cette capsule temporelle fantomatique. C'était la preuve irréfutable que la technologie fonctionnait, que l'histoire officielle du retard technologique était un mensonge, que le futur avait déjà été construit au passé. Que croyez-vous qu'il s'est passé ensuite? Les autorités de la ville ont-elles préservé ce monument inestimable de l'ingénierie américaine? Ont-elles intégré la station dans un musée souterrain? Non. La ville a ordonné la destruction totale du wagon, du tunnel et de la station pour faire place aux nouvelles voies de la BMT. Le bouclier d'excavation, une relique historique inestimable, a été offert à l'université Cornell, qui, d'une manière incroyablement maladroite, a réussi à en perdre définitivement la trace dans ses archives. L'entreprise qui avait hérité des droits de Beach Pneumatic Transit a intenté un procès retentissant à la ville pour destruction de propriété. Le résultat de ce procès? Il a disparu des registres publics. Perdu. Évaporé. Aujourd'hui, si vous montez dans un train de la ligne N, R ou W et que vous passez sous l'hôtel de ville, sachez que le tunnel par lequel vous transitez a été taillé en détruisant les vestiges du métro pneumatique de 1870. Il n'y a aucune plaque commémorative officielle dans les rues de New York pour indiquer où ce miracle d'ingénierie a vu le jour. C'est comme s'il n'avait jamais existé. En 2013, lorsqu'un milliardaire a présenté son concept de Hyperloop, des capsules propulsées à grande vitesse dans des tubes à basse pression, les médias ont crié au génie, à la révolution absolue. Un tube, un wagon, un ventilateur. La technologie est la même. On nous revend l'avenir d'il y a 150 ans. Un avenir que l'on nous a interdit de posséder. Si ce récit s'arrêtait à un simple conflit de brevets ou à la malchance d'un inventeur, nous pourrions fermer le dossier. Mais l'effacement des infrastructures décentralisées, silencieuses et efficaces en faveur de systèmes polluants, centralisés et monopolisés, est un modus operandi bureaucratique universel.
Prenons l'exemple du réseau d'énergie de Londres. À la fin du XIXe siècle, la London Hydraulic Power Company a construit et exploité un réseau de près de 300 km de canalisation souterraine en fonte sous la capitale britannique. Ce réseau transportait de l'eau pressurisée à près de 60 bars. Ce n'était pas de l'électricité, c'était de l'énergie mécanique pure transmise par la pression de l'eau. 8000 machines dans tout Londres fonctionnaient sur ce réseau. Les ascenseurs des hôtels de luxe, les grues du port de Londres, les scènes tournantes des grands théâtres du West End et même le célèbre pont de Tower Bridge. C'était un système sûr, silencieux, non inflammable et incroyablement puissant. Il a fonctionné sans interruption pendant près d'un siècle. Des pompes à eau, réparties dans plusieurs stations indépendantes, offraient une redondance parfaite. Il était presque impossible pour une entité unique de prendre la ville en otage par une panne de secteur. Pourtant, on nous enseigne que l'électricité était inévitable, supérieure à tout point de vue. La vérité est que le réseau hydraulique a continué de croître et d'être rentable jusque dans les années 1930. Sa véritable mort n'a pas été causée par la technologie, mais par l'effort de guerre, la destruction du Blitz et surtout par la volonté politique de centraliser la production énergétique sous le contrôle de quelques monopoles électriques gigantesques. Les compteurs électriques permettaient une facturation plus agressive, les centrales géantes permettaient un contrôle exclusif de la distribution. Le réseau hydraulique a été lentement étouffé, fermé définitivement en 1977. Les canalisations ont été vidées, oubliées sous les pavés de Londres. Quelques années plus tard, ces mêmes conduites ont été rachetées à bas prix par des consortiums de télécommunications pour y faire passer les premiers câbles de fibre optique. L'infrastructure a été cannibalisée et la mémoire d'une ville fonctionnant à l'eau sous pression a été effacée de la conscience collective. À Paris, c'est le réseau pneumatique postal. Des centaines de kilomètres de tubes sous la capitale française qui ont transporté des millions de lettres par an jusqu'en 1984. Le gouvernement français a déclaré la technologie obsolète pour le public à l'ère du fax. Mais, et c'est un fait documenté, l'État a conservé secrètement des lignes pneumatiques privées reliant le Sénat, l'Assemblée nationale et les résidences présidentielles pendant encore 20 ans, jusqu'en 2004, pour des raisons de sécurité de l'information. Ils ont privé le public de la technologie physique inviolable, tout en la gardant pour l'élite politique. La technologie n'est jamais obsolète. C'est votre accès à celle-ci qui est révoqué. Mais pourquoi ce schéma nous obsède-t-il autant? Parce que la bureaucratie qui peut effacer un métro, la bureaucratie qui peut rayer de la carte une grille énergétique, est la même bureaucratie qui gère les registres de votre propre existence. Pensez au mur généalogique. Si vous avez déjà essayé de retracer votre arbre généalogique sur ces sites web à abonnement, vous savez de quoi je parle. Vous remontez la ligne de votre grand-mère, puis de son père, et soudain, autour de 1870 ou 1880, le papier s'arrête. La trace devient froide. Un mur de briques absolu. L'histoire officielle justifie cela par des incendies tragiques ou un manque de tenue de registre. C'est un mensonge d'omission. Regardez le recensement américain de 1890. Il s'agissait de la radiographie démographique la plus précise et la plus exhaustive de l'histoire du pays, capturant la nation à son point de basculement, enregistrant le statut d'immigration, le service militaire, les langues parlées, les propriétés pour 63 millions d'individus. C'était la preuve tangible de l'origine de cette génération charnière. Or, le 10 janvier 1921, un incendie très opportun s'est déclaré dans le sous-sol du bâtiment du département du commerce à Washington, précisément là où ce recensement unique était stocké, à l'extérieur des coffres-forts ignifugés qui abritaient pourtant des documents moins importants. Un quart des documents a brûlé. Mais ce qui a suivi est le véritable crime. Le gouvernement a laissé les 75% de documents restants pourrir dans un entrepôt pendant 12 ans, refusant de les restaurer ou de les copier. Puis, le 21 février 1933, le Congrès a froidement autorisé la destruction totale de tout ce qui restait de ce recensement. Le lendemain, le 22 février 1933,
le président Hoover posait la première pierre du nouveau bâtiment ultra sécurisé des Archives nationales. 63 millions de noms, de lieux, d'histoires familiales passés au pilon administratif la veille du jour où l'on créait le sanctuaire censé les protéger. Sur 63 millions de noms, il n'en reste aujourd'hui que 6 000. C'est l'équivalent d'un génocide de papier. Et que dire des Orphan Trains, ces trains d'orphelins qui ont fonctionné pendant la même fenêtre temporelle, de 1854 à 1929. 250 000 enfants ont été arrachés aux grandes villes de la côte Est et expédiés vers les fermes du Midwest américain. Les institutions charitables les déclaraient orphelins, mais les registres, quand on force les archives à s'ouvrir, révèlent qu'une grande majorité de ces enfants avaient au moins un parent vivant. Ils appartenaient à des familles d'immigrants, des familles pauvres, des familles catholiques dont les élites protestantes considéraient qu'elles n'étaient pas aptes à éduquer des citoyens américains. Les enfants étaient placés sur des estrades dans de petites gares, examinés comme du bétail pour évaluer leur capacité à travailler au champ. Leurs noms de famille originaux étaient effacés. Leurs dossiers étaient délibérément falsifiés ou déclarés perdus. Aujourd'hui, des millions de descendants de ces enfants cherchent en vain leurs racines, frappant le même mur administratif, ignorant que leur lignée n'a pas été perdue par le temps, mais qu'elle a été confisquée par une ingénierie sociale délibérée. Si le pouvoir institutionnel peut détruire les registres de 63 millions de personnes d'un simple coup de tampon législatif, si des commissions peuvent renommer et relocaliser des centaines de milliers d'enfants pour briser leurs lignées héréditaires, si les tribunaux ont pu, pendant des décennies, utiliser les lois de la couverture, pour permettre à des maris de faire enfermer leurs épouses dans des asiles psychiatriques sur un simple mot afin de s'emparer de leur propriété, que croyez-vous qu'il advient d'un simple tunnel de métro pneumatique qui gêne les profits d'un syndicat politique? Tout est connecté. Le wagon de métro sous Broadway n'était pas juste un véhicule. C'était la preuve matérielle que des alternatives fonctionnelles existaient en dehors du contrôle des monopoles d'État et des cartels financiers. Les registres du recensement de 1890 n'étaient pas que des listes de noms. Ils étaient la preuve que les terres appartenaient à des gens qui ne faisaient pas partie du récit officiel. La preuve des lignées, des migrations, des vérités que l'architecture moderne du pouvoir voulait réécrire. La machine de l'effacement travaille en temps réel, sous nos yeux, avec une efficacité glaçante. Elle classe l'infrastructure qui l'irrite sous le terme « obsolète ». Elle nomme la destruction de l'histoire « modernisation ». Elle qualifie les enlèvements institutionnels d'enfants de charité. Elle camoufle la perte de votre histoire généalogique derrière l'excuse des incendies tragiques de palais de justice. L'histoire que nous apprenons n'est pas un récit linéaire de progrès, c'est un catalogue sélectif des systèmes et des lignées qui ont été autorisés à survivre par ceux qui tenaient les rênes du pouvoir. Alfred Ely Beach a osé concevoir un monde meilleur, un monde propre, silencieux et abordable. Il l'a financé, il l'a construit dans le silence de la nuit. Il l'a prouvé au grand jour devant 400 000 témoins. Et l'empire de la corruption a attendu son heure, a étranglé son financement par l'ingénierie d'une crise bancaire, a muré la station et a effacé l'homme des livres d'histoire. Mais le béton et la brique ont une mémoire plus tenace que les registres des bureaucrates. Le tunnel a attendu dans l'obscurité. Les wagons ont patiemment gardé leur secret. La poussière s'est accumulée sur le piano silencieux de Broadway. Lorsque les ouvriers de 1912 ont abattu ce mur et ont vu cette capsule temporelle, ils ont regardé en face le potentiel volé de toute une civilisation urbaine. Ils ont détruit la station, oui. Mais l'existence de ces photographies, la trace de ce tunnel, l'ironie absolue des trains modernes qui roulent aujourd'hui exactement sur les mêmes tracés creusés par le bouclier hydraulique de Beach, tout cela subsiste. Cela survit pour nous rappeler que le monde dans lequel nous vivons est le résultat de batailles silencieuses, de sabotages bureaucratiques et de confiscations monumentales. Ce qui a été enterré sous les rues de New York n'était pas juste un mode de transport.
C'était la preuve que le système peut bloquer l'innovation, sacrifier la santé publique et détruire la mémoire d'une population pour protéger ses propres bénéfices. Partagez cette vidéo, explorez les archives, documentez ce que vous trouvez. Ne laissez pas les nouveaux Tammany Hall dicter ce que nous avons le droit de nous rappeler. Laissez un commentaire avec le nom de votre ville et posez-vous la question. Que marchez-vous sans le savoir tous les jours? Une fois qu'on le voit, on ne peut plus l'ignorer.